Tout ça a un très grand réconfort et renforce les liens et le sentiment d'être liés les uns aux autres par un intérêt commun, par des idées en commun, par de la solidarité humaine. Tout ça, c'est la matière de l'action politique insoumise. C'est la relation humaine, ce que signifie toute la relation humaine dans toutes ses dimensions. Bon, 3 millions de sellettes, 5 millions de tracts, c'est bien. On a mis quelque chose comme 450 000 affiches sur les murs. Il faut vous rendre compte que ce sont des chiffres qui n'ont aucun rapport avec quoi que ce soit que peut faire quelque organisation politique que ce soit autour de nous. Personne n'a cette capacité. Il est entré dans nos fils quelque chose comme 400 groupes d'action supplémentaires qui se sont constitués, 30 000 personnes qui se sont inscrites sur la liste Action populaire. Donc on peut dire que l'effectif insoumis et la propagation de l'insoumission s'est bien répandu en 5 semaines dans des conditions telles que d'habitude on observait des résultats de cette nature et de cette amplitude à la fin de la campagne, pas au début. Parce que nous sommes partis à la conquête du pouvoir dans notre pays et que nous savons que cette bataille, si nous la gagnons, elle va tout changer, mais pas seulement chez nous, elle va tout changer en Europe, puisque pratiquement à peu près au même moment que nous avons les élections présidentielles en France, nous avons des élections dans d'autres pays importants, l'Allemagne, l'Italie, bref, plusieurs pays. Il y en aura peut-être d'ici là avant en Espagne, mais tout d'un coup, la carte sera nécessairement marquée par ce qu'on verra d'abord surgir. En 2005, quand nous avons gagné, nous autres, avec le non, jusqu'à la veille, ils disaient qu'on allait perdre, ils étaient absolument tous, je dis bien tout le monde, sauf la CGT, d'accord pour qu'on vote oui. Et les autres, je la rappelle souvent parce que vous savez quelle affection je porte au personnage, François Hollande disait « Le Pen n'a pas besoin de faire campagne, Mélenchon s'en charge ». C'est fin, non? C'est fin. Et ils sont restés au même niveau de finesse aujourd'hui. Et on les a aplatis 55 alors qu'ils étaient persuadés de gagner. Et donc, nous, beaucoup d'entre nous ont gardé de cette période une expérience, c'est-à-dire que nous ne croyons plus ce qu'on nous raconte et nous savons qu'en toutes circonstances, il y a toujours un point de passage pour trouver le moyen de faire et d'aller au bout. Bon, quand nous avons gagné le non, évidemment que ça a facilité le vote pour le non aux Pays-Bas, puisqu'ils votaient juste derrière nous, et que c'était aussi un pays fondateur de l'Union européenne, il était des 6 premiers. Donc, si nous l'emportons, il y aura une onde de choc dans toute l'Europe, et vraisemblablement dans le monde entier, qui nous appartiendra de cultiver pour que ça croisse et embellisse. En ce moment, là, nous venons de remporter dans la même période des victoires et participer à des débats qui étaient, en quelque sorte, constituants pour notre pays. Nous avons obtenu pour la 2e fois la majorité absolue à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de nationalisation d'ArcelorMittal. Après, c'est un événement, évidemment, les importants font comme ça, oui, oh, ça ne veut rien dire, il faut encore que ça passe au Sénat et tout. Oui, c'est ça. Continue à faire comme ça. Un jour, tu n'auras plus Arcelor parce qu'on l'aura pris et vous resterez là à pleurnicher parce que vous êtes drôlement bien payés pour essayer de nous empêcher d'arriver à ce qu'on veut faire. Donc, mesdames, messieurs, Arcelor sera nationalisé sitôt que nous aurons gagné, parce que c'est une bonne opération pour le pays, mais c'est surtout parce qu'on ne fait rien sans acier. Et vous comprenez bien que du jour où on n'aurait plus d'acier, plus les compétences professionnelles, plus les fours pour le faire, et à partir de là, on commande, on passe des commandes et on attend son tour. Parce qu'évidemment, le marché de l'acier, il y a des moments où il est plus ou moins sollicité. Or, nous, on n'a pas le temps d'attendre vu tout ce qu'on a à faire. Donc, nous nationaliserons Arcelor. Et ça ne coûtera rien au pays, faites-moi confiance. Je suis à peu près aussi radin que vous. Donc, moi, dès qu'il y a question de payer, ça me mue mal. Alors, surtout que c'est payer des trucs, c'est les travailleurs qui les ont fait fructifier et enrichir. Et c'est encore eux qui doivent payer pour racheter. Enfin, c'est comme ça dans la Constitution. Je donne cet exemple d'Arcelor, mais il y a eu un autre événement qui a, à mon avis, une magnifique portée politique, c'est la commission d'enquête d'Aurélie Trouvé, qui a fait une commission d'enquête parlementaire sur les fonds prédateurs. Alors, moi, je savais, quand on a demandé la première fois à Aurélie si elle voulait être candidate à la députation pour le mouvement insoumis, elle était la présidente d'Attac. Et comme vous le savez, Attac, c'est une association qui a joué un très grand rôle dans l'histoire de la survie de la gauche au moment où tout coulait, où il n'y avait plus rien, et puis après, en plus, il y avait la suite de l'échec du communisme et de la chute de l'URSS. Bon,
franchement, ça brillait pas, quoi. Puis oh là là, pouf, on était écrabouillés idéologiquement. Et elle était la présidente d'Attac. Et Attac a été l'organisation qui a permis pendant des mois, et on peut même dire quelques années, de faire la formation de base de millions de jeunes Français, et d'eux qui étaient plus jeunes, mais qui avaient besoin de réapprendre, sur la mutation que le capitalisme était en train de connaître dans le cadre du néolibéralisme. Et cette instruction de base qui nous a été donnée à tous à ce moment-là était extrêmement pertinente, parce que très vite, on avait repéré que la masse financière circulante dans le monde était un multiple de la valeur de la production réelle. Autrement dit, c'était beaucoup d'argent bidon qui ne renvoyait à aucune matérialité de création, de marchandises, de services. Et donc, c'était quelque chose de l'ordre de 4000 fois. Donc, on savait que le capitalisme avait franchi un seuil et que dorénavant, il était gouverné, commandé par cette bulle qui est à la surface de tout et qui fait des taux de profit de 10, 12, 15%, et qui, ces gens-là, naturellement, attendent la même chose de la production. Or, faire 10 ou 15% sur de la production, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est moins que l'esclavage. Je veux dire, il faut que les gens ne mangent rien, ils n'ont pas de paye. Comme ça, c'est fait. Hein. Ou alors, on y arrive par des moyens qui sont des moyens de fraude ou de dépeçage. Et c'est ça que font les fameux fonds de pension. C'est pour ça, quand vous entendez dire que ah, c'est formidable, l'argent de l'étranger continue à privilégier la France, ben, franchement, le privilège, on s'en passerait. Parce que les uns, c'est pour blanchir l'argent qu'ils ont fait remonter à l'extérieur pour ne pas payer d'impôts, ils le ramènent en France parce qu'ils ont besoin de le ramener. Ils le ramènent en France pour acheter des appartements à Paris, pour faire des placements de cette nature. Et puis les autres, ils viennent pour piller. Et ils le font, si vous savez comment ça marche, je ne vais pas vous faire le cours ce soir, mais en quelques mots pour que tout le monde puisse s'accrocher à ce dont il est question. Donc vous avez une masse de fric, vous allez voir un autre qui en a encore plus, et vous lui dites, écoutez, moi je veux racheter la crêperie de monsieur là, mais j'ai pas un rond. Alors si vous voulez bien me les prêter, ok, il me passe le fric, je le lui dois. Je viens le voir lui, et je lui dis, t'inquiète pas, vous êtes perdu, mais je vais vous sauver, je vous rachète la crêperie. Je rachète sa crêperie, j'ouvre le tiroir cash, je prends tout ce qu'il y a dedans, je le mets dans ma valoche, et je dis, excusez-moi, je commence à me rembourser, parce que moi je dois rembourser un prêt, ok? C'est comme ça que ça marche. Là on parle d'une crêperie, mais c'est dans les grandes entreprises. Jusqu'à présent, c'était dans les grandes entreprises. Ils empruntaient, ils achetaient, ils remboursaient avec les biens de l'entreprise, en vidant toutes les caisses une derrière l'autre. Et quand ils avaient vidé toutes les caisses, ils vendaient ce qui restait, et c'était que du bénéfice, que du profit. Et les actionnaires de ce type de compagnie touchent du 10 ou du 15%. Donc ils trouvent ça absolument génial. Mais les boîtes sont dépecées, il ne reste plus rien après, parce qu'ils ont tout vendu par morceaux. Pendant toute la période de l'exploitation, ils ruinent les entreprises de la manière suivante. Eh bien alors, l'entreprise doit un loyer. Alors un loyer faramineux qui écrabouille, et ça va dans la caisse de la centrale qui a fait l'achat. Ensuite, il y a le droit d'utiliser la marque, encore, donne des sous. Ensuite, il y a des frais de je ne sais pas quoi. Ils en inventent comme ça, et tout d'un coup, vous voyez des boîtes qui sont absolument saines, qui ne peuvent plus rien faire, et on dit, ah bah ouais, mais d'accord, mais vous êtes en faillite, alors il faudrait savoir. Et puis, vous avez la journaliste de TF1 qui vous dit, ah mais quoi, vous voulez prendre des sous à Total, il ne fait même pas de bénéfice en France. Bah, moi aussi, je sais le faire, hein. Bon, pas de bénéfice en France en gagnant 14 milliards que je distribue à mes actionnaires. Voyez-vous, et Aurélie, c'est la première fois qu'il y a une enquête publique d'une assemblée sur ce type de procédé. Inutile de vous dire qu'ils les avaient à zéro, tous autant qu'ils étaient. Certains n'ont pas voulu venir, d'autres étaient blêmes parce qu'ils s'apercevaient qu'on avait trouvé leur combine. Par exemple, vous savez, en ce moment, c'est l'économie d'armement. Hein, bon, eh bien, il y a 3-4 boîtes comme ça, dont on dit « Ah, c'est formidable, ils vont faire des fusils, des revolvers et même des balles. Hein. » Pas de bol, c'est une entreprise de cette nature qu'ils possèdent, un fonds de pension, tenu par des voyous, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de voyous au mètre carré là-dedans, hein, puisque tout le truc consiste à exploiter ce que font les autres. Ils ne créent rien, ces gens-là, rien. Ils n'inventent rien, ils n'amènent rien, ils prennent. Donc, cette commission d'enquête, elle a un effet formidable, et Aurélie a fait l'autre soir une réunion. Il venait les syndicats des boîtes qui ont été pillées, mais, surprise, des gens qui jusque-là ne viennent jamais à une réunion où c'est un insoumis qui chante la musique. Hein. Bon, alors qui? Eh bien, il se trouve que les fonds de pension achètent aussi, ces fonds-là, achètent aussi toutes les professions qui sont sous contrat, vous voyez,
les cabinets de ceci, cabinets de cela, d'avocats, d'architectes, ils achètent, et vous avez toutes sortes de gens qui étaient assez confortablement installés dans la vie, qui du jour au lendemain sont transformés en esclaves d'une boîte dont ils ne connaissent même pas les dirigeants, et ils doivent évidemment cracher de la valeur. C'est des métiers que d'habitude, l'action de gauche n'atteint pas facilement. On atteint par d'autres sujets, l'intérêt pour l'international, l'antiracisme, le refus du fascisme, parce que c'est pas parce que des gens gagnent bien leur vie qu'ils ne sont pas de notre côté. Hein. Bon, il y en a quand même, et qui ont aussi une morale, qui ont aussi un cœur, qui ont aussi des enfants, et qui aiment le monde, et qui n'ont pas envie de le voir saccager. Et puis, enfin, chose encore plus étonnante, et totalement inhabituelle, il y avait là, j'en ai vu au moins, donc je peux garantir ça, un patron d'une boîte de contrôle, des trucs de contrôle de médicaments. Bon, ça je connais, il y a des patrons, des petits patrons, des patrons moyens insoumis, il y en a. Hein. Et celui-là, eh bien, il est en plus actionnaire. Et le gars, il vient et il dit, mais ces gens-là, ils m'ont ruiné. Parce que moi, je possédais des actions de telle et telle boîte, j'en avais, et ils ont liquidé le truc. Voilà. Alors, on s'est retrouvés. Je vous raconte tout ça pour que vous compreniez d'autres aspects de la tactique que nous avons déployée. Comme nous savons que nous devons beaucoup changer de choses dans ce pays, et qu'on n'a jamais dit qu'en 5 ans, on avait le temps de faire un collectivisme absolu qui consisterait à tout nationaliser. Il faut donc que l'on ait une tactique qui nous permette d'atteindre nos objectifs tout en rencontrant le moins d'opposition possible et le plus de soutien possible. C'est-à-dire le plus de gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, un intérêt à ce que notre affaire fonctionne. Car la question centrale du programme Insoumis, c'est la planification. Et on leur a dit la règle du jeu. Si vous entrez dans les objectifs de la planification et que vous en acceptez certaines des règles, c'est-à-dire des contreparties qu'on est en droit d'attendre, comme pas de mauvais traitement pour les employés, comme le respect des normes écologiques, etc., en plus des objectifs du plan. Quand je dis des objectifs du plan, je vais prendre des exemples tout bêtes pour qu'on se comprenne, mais vous ne faites pas de machine s'il n'y a pas de boulon. Vous ne faites pas des machines à choper la houle si vous n'avez pas les plaques en acier dont on a besoin. Donc les objectifs du plan, c'est de rendre tout ça possible et de le faire dans des délais qui soient tenus. C'est pas je fais quand j'ai le temps et on verra, M. Mélenchon, vous et l'État, quand vous passez. Non, c'est nous premiers, servis tout de suite. Voilà. Et pour que tout ça fonctionne, il faut que le plan ait quelque chose à proposer et qu'il y ait un inconvénient à ne pas être dedans. Ceux qui ne sont pas dans le plan n'auront pas de subvention. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils ont le droit de continuer à faire leur truc. Et ensuite, il y a les poursuites. Je préfère le dire tout de suite pour créer une ambiance de travail. Tous ceux qui ont participé directement ou indirectement à brader des entreprises d'intérêt national ou qui représentent des pertes irréversibles pour la nation seront tous, un par un, entendus pour voir si leurs activités sont bien conformes à la loi, car le Code pénal prévoit des punitions pour ceux qui ont bradé l'intérêt du pays, qu'il s'agisse d'entreprises, de culture ou d'environnement. Vous n'avez aucune tendresse à attendre de ma part. J'ai l'âge d'avoir vu les gens qui prétendaient se tailler de France en emmenant leurs lingots à la frontière suisse en 1981. Alors je sais que vous êtes capables de tout. Et je préfère vous dire, ne comptez pas qu'on ne le sache pas ou qu'on n'y fasse pas face. Nous y ferons face dès le premier moment, parce que c'est une honte. Vous voyez, ce sont des détails. Mais quand quelqu'un à Bercy donne l'autorisation de vendre à une boîte américaine une partie qui intervient dans la fabrication de l'avion Rafale pour le refroidir, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ben si, il y a une conséquence. C'est qu'au nom des lois d'extraterritorialité des États-Unis d'Amérique, ils peuvent décider qu'on n'a pas le droit de vendre le Rafale à tel ou tel pays, qu'on n'a pas le droit de se défendre, ou que l'avion ne décolle pas, parce qu'il pourrait intervenir sur une partie sensible de son fonctionnement. L'indépendance, c'est la souveraineté. On ne veut pas être indépendant comme ça. Ah, bien sûr, on préfère, parce que c'est plus facile à porter, mais d'abord parce que c'est la condition de notre souveraineté. Et si nous ne sommes pas souverains, nous ne sommes pas libres, puisque nous ne pouvons pas prendre des décisions, vu que c'est d'autres qui en contrôlent l'application. Vous comprenez comment tout ça se tient? Indépendance, souveraineté, pouvoir populaire. Voilà comment ces choses se tiennent. Et voilà pourquoi nous sommes si intransigeants. Je dis ça à Philippe Poutou, qui me tire les cheveux. Il dit, ah, il parle de France et nationalisme. Mais non, t'as rien compris. Là, c'est pareil, réfléchis 2 secondes quand même.
On ne peut pas s'amener en disant quoi d'abord, hein? Il faut bien qu'on règle les problèmes concrets qui nous sont posés. Et je vous l'ai dit depuis que je vous connais, la radicalité que nous portons, c'est une radicalité concrète. Et elle est efficace parce qu'elle est concrète. Moi, j'irai chercher les pouilles aux États-Unis d'Amérique, pas seulement parce que j'ai jamais pu pacter les gringos, mais parce qu'ils font obstacle à notre souveraineté. Ils nous lâchent, on les lâche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la première fois qu'on fait une fête de la musique dans un endroit très passant. L'année dernière, c'était le long du canal Saint-Martin. Ça s'était super bien passé. L'année d'avant, c'est je ne sais pas où. Là, on a dit, compte tenu de l'année, on va faire un grand truc antiraciste. Ne dites pas qu'il n'y a pas eu dans le passé des concerts antiracistes, que le Parti socialiste voyait d'un bon œil, non? On n'a pas oublié quand même. Alors donc, si les crétins qui entourent le maire de Paris actuel pouvaient garder pour eux leurs commentaires, ça nous ferait de l'air. Parce que quand ils ont dit « Ah, mais fallait bien qu'ils s'y attendent !» Si Zemmour avait fait un concert pro-nazi, à la Concorde, tout le monde aurait crié « Pardon, vous comparez un concert antiraciste à un concert nazi? Vous en êtes là, la bande qui entoure M. Grégoire ?» Voilà, donc on nous a interdit. Il faut que vous compreniez, M. Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF. Le CRIF, c'est bon, c'est le CRIF. Et bon, c'est un machin d'extrême droite, et où tous les ans, tous les ministres défilent pour aller bouffer, et on paye 800 balles pour aller bouffer là-bas, mais les impôts vous en rendent 60%, donc ça va quoi. Alors, ils vont tous là-bas, et ils sont aux ordres. Nous, on a alerté la préfecture de police au mois d'avril, et ensuite, on a redemandé à 6 reprises à rencontrer le préfet de police pour discuter avec lui, parce qu'on reconnaît que c'est pas rien. Nous, on a l'habitude. On en est au 4e ou 5e meeting qu'on fait place de la République, donc personne ne va nous apprendre, et surtout pas un préfet de police qui est là depuis 6 mois, comment on organise quelque chose place de la République. C'est nous qui allons lui apprendre comment ça se passe. Donc, on a d'ailleurs tout prévu. Et voilà que ce gars, alors M. Arfi, le lundi, dit « Il me semble... » Oh, sa seigneurie, il vous semble quoi? Déversez-nous vos précieuses paroles. Que c'est légal, mais est-ce que c'est pertinent pour la démocratie? Car bien sûr, M. Arfi est le parangon de la démocratie. Il surveille attentivement le respect des droits de l'homme. Hein. Pas partout, mais quand même. Dès qu'il y a un LFI, oui, il s'en occupe. Alors, là-dessus, le maire du centre de Paris dit la même chose. Et aussitôt, on entend un bruit au fond, là, c'est un claquement de talons. Clac, c'est le préfet de police. Donc nous, on demande 6 fois à parler avec lui, pas de réponse. Nous sommes un groupe parlementaire de 72 membres. Nous sommes un groupe au Parlement européen. Nous sommes plus d'1 millier d'élus dans ce pays. Hein? Non, ça compte pas. Mais monsieur Arfi, ça compte. Alors l'autre claque des talons et pouf, il interdit. Mais on voit que, comme souvent dans cette corporation, c'est pas la réflexion qui étouffe les gens. Alors il dit, il y a là monsieur Médine, et puis je ne sais plus qui encore, qui tiennent des propos qui posent problème, ils sont hostiles à la police. Vous voulez que je vous chante le marché de Brive-la-Gaillarde de Brassens? Vous m'interdirez d'aller le chanter dans la rue? Parce que c'est une chanson, hein, c'est une poésie, et bien d'autres. C'est pas au préfet de décider si ce qu'il y a dans une chanson est écoutable ou pas. Laissez les gens, ils sont assez grands pour savoir. Et depuis quand la police décide ce qu'on a le droit de chanter? Hein? Allons. J'ai déjà dit, quand on a déjà des chaussures à clous, on essaye de penser avec des escarpins. Alors, donc ils nous interdisent. Évidemment, on fait un recours. Évidemment, le juge va nous donner raison. Parce qu'on nous reproche des propos tenus par des gens qui ne seront même pas là. Et que personne ne fait la démonstration du risque que nous présentons. Alors quand même, le juge va dire, comme souvent, hein, bah non, c'est l'autorisation est rétablie. Mais quel est le but visé par ces gens? Créer de l'ambiance, vous voyez, alerter leurs partisans pour qu'ils viennent, le cas échéant, créer des troubles et des désordres, agresser les gens, nous insulter. Ils espèrent le désordre. Ce ne sont donc pas des forces de l'ordre, nous parlons de forces du désordre, organisées méthodiquement. Et voyez-vous, il n'y a pas longtemps,
On me dit, ah, monsieur Mélenchon, quand vous entrez en campagne électorale, tout d'un coup, vous devenez gentil. Bon, tant mieux si vous me trouvez gentil. Mais je vais vous dire une chose. Bien sûr que ce n'est pas le même rôle d'être le tribun du peuple, dont j'ai été si fier de l'être pendant si longtemps en votre nom. Et une autre chose est d'être candidat. Tout le monde comprend ça. Hein. Quand vous allez à votre mariage, vous ne parlez pas comme quand vous êtes avec votre bande de potes après avoir vu 3 matchs de foot et vidé les caisses de bière. Bon, eh bien tout le monde est pareil. Suivant les circonstances, les lieux et les interlocuteurs, on se comporte d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je peux observer que je dis tout le temps la même chose. Tant mieux si vous trouvez ça gentil. Maintenant, je suis enchanté, mais ce n'est pas le sujet. Par conséquent, n'espérez pas que je finisse par me taire seulement parce que vous sortez des placards et de la naphtaline des préfets de police qui connaissent rien au boulot dont on parle. Ou nous connaissons-nous mieux la situation que lui? Alors il devrait nous écouter. Voilà. Monsieur le préfet, vous vous êtes complètement trompé. Le juge va vous donner tort. Mais qu'est-ce qu'il aura produit? Du trouble. Vous avez remarqué tous ces jugements? Vous portez plainte pour apaiser un trouble. Par exemple, vous avez été injurié. Et le tribunal, non seulement n'éteint pas le trouble, mais l'amplifie. Comme ça a été le cas de ceux qui nous avaient traités de tarés, de main au cul, et de je ne sais plus quoi, et de passionnément antisémites. Alors ils ont dit, ah oui, ça c'est une injure, tout à fait. Mais relax pour la peine. Donc les autres, ils ont titré relax, et depuis, nous sommes traités de passionnément antisémites des milliers de fois par semaine. Et ça, c'est l'œuvre du juge. C'est le résultat de son action. Et c'est pareil pour combien d'autres cas. Nos amis sont disculpés après des poursuites qui n'en finissent plus pendant des années, et il reste un petit chouïa avec lequel on peut diffamer les gens, les salir, faire en sorte que le plus bête du village puisse dire « Ah, toi, t'as fait ci, t'as fait là », il faut 2 heures pour expliquer qu'il n'a rien compris. Mais toutes ces choses sont pénibles à vivre. Et là, que se passe-t-il? Ben, c'est comme à Strasbourg. Hier soir, à Strasbourg, on devait tenir un grand meeting, et on a tenu un grand meeting, et la mairie a décidé de nous l'interdire, au dernier moment. Donc, au dernier moment, les équipes insoumises, il leur en faut plus pour les écraser, se sont mis à courir de tous les côtés et ils ont trouvé un hangar qu'on a bien voulu leur louer. Vous imaginez le hangar en tôle toute la journée, comme une cocotte minute. Et les gens, parce que c'est des gens dont on va maintenant parler, eux, ils comprennent tout ça. Donc, ils sont venus en masse faire la queue 3 heures avant. Parce qu'ils ont tous compris que le sujet, c'était de nous faire taire. Et sur quoi? Sur le fait que nous avions atteint et dépassé le nombre de signatures nécessaires pour obliger la Commission européenne à nous expliquer pourquoi elle continue, alors qu'elle a dit elle-même que la question était posée par le comportement du gouvernement d'Israël en matière de droits de l'homme, que comme ce gouvernement se comporte de cette manière, il y a 1 an, la Commission européenne avait dit « Ah bah oui, ça pose problème, normalement l'accord ne devrait pas tenir ». Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme d'hab, rien, en disant il n'y a pas de majorité qualifiée pour prendre une décision. Donc les Palestiniens peuvent continuer à mourir. On n'a pas osé interpréter les précieux documents qui donnent le droit, à la faveur d'une lâcheté générale, d'assassiner les gens. Donc, les gens ont compris ça. Vous voyez la faiblesse de tous les autres dans la campagne que nous avons entreprise. Et notre force à nous, c'est que des millions de gens comprennent de quoi on parle. Quels sont les enjeux? Où il faut appuyer? Nous ne sommes pas des masses qui sont des foules en quelque sorte emportées par de l'enthousiasme pour un personnage ou pour je ne sais quoi. Et c'est ce qui s'est passé qui est le plus fondamental à comprendre de ce qu'il y a eu à Saint-Denis. C'est que nous-mêmes, on ne s'attendait pas à voir autant de monde. Et je vais vous dire que c'est la première fois de ma vie que je donne raison à un arbitrage à propos d'une évaluation des chiffres qui est en dessous de la réalité. Parce qu'on s'est dit que, c'est pas dur à faire, hein, vous prenez la photo, vous comptez combien il y en a par mètre carré, vous multipliez par la taille et vous avez le nombre de gens, puisqu'ils sont dans 3 rues et 2 places. Donc, nous-mêmes, on ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Vous voyez ce que ça donne? Bon, mobilisation aussi intense, nombreuse. Les gens savaient ce qu'ils faisaient. Ceux qui sont venus là sont venus dire très haut, très fort, quelque chose, un message politique. Et c'est pourquoi vous m'avez vu commencer par la dédicace du rassemblement. Alors la dédicace du rassemblement, je l'ai écrit dans le couloir, parce que j'avais à voir regarder par la fenêtre. Et je sais que ça, c'est pas John Lennon qui va chanter, hein. C'est moi, donc... D'accord? Ça veut dire un fait politique. Et regardez bien,
Bien sûr qu'on est fort, qu'on s'est organisé, mais surtout on a travaillé d'arrache-pied depuis 10 ans. Toutes les élections, toutes les luttes, tous les combats. Et qui le faisait? Des milliers de gens. Il n'y a pas de carte en plus au mouvement insoumis. Personne ne peut savoir qui c'est. Alors, partout ce travail, voilà comment il s'est matérialisé. Et après 3 ans de pilonnage calomniateur, insultant, non-stop, voilà le résultat. Ils ont échoué. Ils ont raté. Mais cette ampleur-là, qui en quelques secondes rabattait tout un discours, ça m'a rappelé Victor Hugo qui rentre d'exil. Il était resté quand même 20 ans, d'accord? Bon, c'est bien parce que pendant ce temps-là, il a répondu à tous ceux qui lui écrivaient, donc on a des paquets de lettres comme ça, de tous ceux pour l'Amérique latine et le reste. Et Victor Hugo, il dit à ce moment-là, il dit « En 2 minutes, le peuple de Paris a effacé de mon cœur 20 ans d'exil. » Parce que quand une force comme celle-là s'affirme, si vous y étiez, vous le savez comme moi, vous l'avez ressenti physiquement, et pourtant il y avait un cagnard d'enfer, hein, et en plus c'est pas toujours très rassurant, on se dit je peux pas reculer, je peux pas avancer, ça prend un peu comme ça. Mais tous nous avons ressenti cette force qui était là, sa signification positive, l'envie de vivre qu'elle traduit. Et voyez-vous, camarades, c'est là qu'il s'est passé une deuxième chose. C'est qu'on est passé de tout est perdu à un autre état d'esprit qui s'est emparé de centaines de milliers de gens en vous voyant. C'est tout n'est pas perdu, on peut gagner. Et ça change tout. Les gens criaient, on va gagner. Vous avez entendu comme moi. Bon, c'est bon, merci. OK. Voilà, et ça va se propager. Et les derniers mots de mon discours s'adressaient à ceux qui chipotent, disputent, renaclent, poussent sur le bord de l'assiette. Je leur dis cette fois-ci, aucun d'entre vous pourra dire comme la dernière fois, je ne savais pas. Parce que, mesdames, messieurs, la question qui est posée, ça n'est pas les gargarismes que font ces gens sur le 2e tour, ces gens qui sont naturellement de tels experts des élections, qu'à part être capables de les perdre toutes, ils sont aussi capables de donner des conseils aux autres sur la manière de bien faire. Mais, mesdames, messieurs, mes camarades, ce dont on parle, nous, c'est de les éliminer, les fachos, au 1er tour, pas au 2e, au 1er. Et comment? Eh bien, en étant nous, en 2e position. En étant nous, parce que la dernière fois, à un point près, elle était dégagée du 2e tour. Tout le monde a l'air de l'avoir oublié. Bien sûr, je dis souvent, ah ben oui, il m'a manqué 420 000 voix, parce que bon, c'est une manière de rappeler à quelques-uns leur responsabilité, et d'autres grands stratèges qui savent ce qui est bon pour la gauche. Hein, voilà. Bon, mais à 400 000 voix près, on l'a dégagé, il n'était pas au 2e tour. Il retournait dans les catacombes. Eh oui, eh oui. Et c'est là qu'on va les faire retourner. Je ne dis pas ça pour vous chauffer, il fait assez chaud, mais pour que vous compreniez à quel point les enjeux sont extrêmement politiques, comment la conviction de chaque homme, chaque femme dans ce pays va peser lourd, combien chaque bulletin de vote va être décisif. Et il va être décisif pas pour battre l'extrême droite, pas que, c'est pour faire autre chose, toute autre chose. Alors j'ai écouté ce qui se disait ici et là, je vois qu'il y a de riches propositions à côté de nous aussi. Par exemple, vous pourrez avoir un leasing pour acheter une voiture électrique. Bah, c'est peut-être le rêve de votre vie, moi j'en sais rien. Ça m'a bien amusé. C'est-à-dire que souvent on se pince, on dit c'est pas possible, j'ai pas compris, j'ai raté un morceau. Ben si, voilà. Alors, donc, ça c'est le résultat final. Dans l'entre-deux, il y a eu des choses décisives, où nous avons tous ensemble marqué des points substantiels, psychologiques et politiques. Lesquels? Toute la foule qui se met à crier, on est chez nous. Ça, camarades, c'est pas
c'est pas le système, c'est pas nos camarades du service d'ordre et du reste qui ont lancé le mot d'ordre, hein, c'est les gens. Donc ça veut dire que c'est des gens cultivés, qui réfléchissent, qui savent ce qu'ils font, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Ou quand ils crient « Nouvelle-France ». Alors, Nouvelle-France, alors là, vraiment, c'est réussite totale, hein, notre affaire. Premier temps, toutes les bêtes à cornes se sont précipitées dans le chiffon rouge. Et bon, alors, ils ont tous dit que c'était du communautarisme. Bon, enfin, ça va commencer à devenir un peu difficile à traiter de communautariste un Français sur trois, qui a un grand-père, et ça commence à être compliqué, quoi. Alors, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui ne va pas, et que, finalement, ça peut aussi leur faire perdre des voix. Alors, ils biaisent, ils disent « Oh, mais non, mais ça y est, Mélenchon, il a tout désamorcé. Pour lui, c'est tout le monde. » Eh bien, vous voyez qu'ils comprennent. Tout le monde, eh bien oui, mais tout le monde, ça veut dire tout le monde. Pas tout le monde certain et pas tout le monde d'autres. D'accord? Tout le monde. Né en France, français. Point final. Pas de discussion. Que tant de gens aient plus de 60 ans dans le pays, que tant on ait plus de 70, et certains, vous voyez quoi, ça va quand même. Alors, eh bien ça c'est nouveau, parce que c'est d'autres êtres humains, une autre manière d'être. Et j'ai envie de vous dire que comme je suis en train d'en faire l'expérience, comme quelques-uns dans cette salle, eh bien, c'est vrai que c'est pas pareil, hein, les gars. Mais on peut pas, on n'a pas les mots, on les a pas, il n'y a pas les poésies, il n'y a pas les textes, tu vois. Il y a Le vieil homme et la mer, je l'ai lu, hein. Mais t'as pas les mots pour dire comment la douceur de l'existence nous apparaît d'une manière si différente de quand nous étions des hommes jeunes de 20 ans, tout fous. Ces choses-là, vous le comprenez aussi, vous les filles, et les plus jeunes. Vous croyez qu'à toutes les générations, on restait à la maison jusqu'à 26 ans? Mais jamais de la vie. 26 ans, je suis sympa en plus. Hein? Non. Or, c'est la première fois qu'une génération met tant de temps à conquérir son autonomie, c'est-à-dire à fonder elle-même une famille. Car on s'est beaucoup préoccupé jusqu'à présent de faire en sorte que quand on fonde une famille, ce soit parce qu'on l'a voulu, parce qu'on a voulu des enfants. Mais maintenant, le problème se pose dans l'autre sens. Il est unique dans l'histoire. C'est que pouvoir avoir des enfants est un problème pour un couple sur 4. Et donc, c'est une autre humanité qui regarde ses amours, son intérêt pour la vie avec un autre œil. Voilà tout ce que nous avons décrit en parlant de la Nouvelle-France. Ça prendra du temps. Mais au fond, ça veut dire ça. C'est la France telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, elle est follement intéressante. Elle est follement passionnante. Parce que jamais nous n'avons été unis par des liens comme nous le sommes aujourd'hui. Des liens parfois étranges avec des gens qu'on ne connaissait pas, des cultures qu'on ne connaissait pas, mais entre nous, par Facebook, que sais-je, et tout le reste. Instagram et compagnie. Mais on est plus reliés que jamais. Ça n'existait pas, les amis, avant ça. Ah, les plus jeunes. Ça n'existait pas. Tu allais acheter le journal du coin, hein, Paris-Normandie, ou qu'est-ce que j'ai lu? Le Courrier Cauchois. C'était dans le pays cauchois. Bah, t'as acheté le Courrier Cauchois. Et quand tu avais ta photo dedans, tu étais content, tu vois. Je dis, ah non, non, il dit pas que des conneries, ce journal. Hein. D'ailleurs, il parle de moi, donc voilà, ça se passait comme ça. Et on croyait ce qu'il y avait dans le journal. Pas qu'on croyait tout. Mais on se disait, s'ils en parlent, c'est qu'il y a du vrai, d'accord? Lui, il rigole, mais je te jure, on vivait comme ça. La vie, c'était aussi simple que ça. Et à part ça, eh ben rien. Rien, tout simplement. La télé commençait à 19h, avec le générique, et à 20h, quick, fermez rideau jusqu'au lendemain, 19h. Là, maintenant, il faut éteindre la télé, même des fois, on lui fout un coup de bâton pour qu'elle arrête, parce que vous n'en pouvez plus de l'information en continu. Donc, c'est une nouvelle humanité qui est là, mes camarades, mes amis. Et c'est à elle que nous parlons. Nous parlons des problèmes de notre temps, vécus par des gens de notre époque, à cet instant. Et nous avons besoin de tout le monde. Ma certitude a un caractère, pas seulement républicain, vous finissez par être saoulé d'entendre parler de cet adjectif, mais c'est une manière d'aimer son pays que de dire qu'il faut que tout le monde puisse y trouver sa place pour pouvoir participer au bien commun. Parce que l'ambition de chacun, c'est de participer au bien commun, c'est de se sentir utile, et personne n'est inutile dans une société. Tout le monde apporte quelque chose, même ceux qui, du fait de circonstances de l'existence ou des malheurs qui les ont accablés, les rendent moins disponibles, cherchent néanmoins à être présents au service de tous les autres. Voilà à qui nous parlons. Donc notre ligne, ce n'est pas chacun pour sa gueule, c'est tous ensemble. Et nous combattons le parti de chacun pour sa gueule. Alors, j'ai presque fini sur ce point.
Il y a un autre aspect qui vous a plu, je le sais. C'était la présence d'Éric Vuillard et d'Annie Ernaux. Et elle est venue, elle a mis le kéfi en plus. Donc, si j'ose dire. Pour beaucoup de femmes, de filles, de jeunes femmes qui sont ici, Annie Ernaux, c'est un grand nom. Parce que c'est une femme qui a été le chaman des femmes. Le chaman, il passe les mots. Hein. Il y a un univers qui n'est pas connu, qui est dans l'ombre, qui est caché, on ne sait pas ce que c'est, on n'a rien compris. Et puis, il y a le poète, il y a le chaman. Je dis le chaman pour rigoler, hein, vous ne croyez pas que j'ai décidé d'être chaman. Mais il va dire les mots. Il va dire les mots, et comme il a dit les mots, la réalité commence à exister pour tous les autres qui entendent les mots, qui n'y auraient jamais pensé sans ça. Et Annie, elle a amené les aspects dont on ne parlait pas de la vie des femmes, de ce qu'elles avaient à endurer et à subir pour pouvoir être des femmes, libres en dépit de tout ce qui les contraignait, les enserrait, les enfermait. Donc quand elle arrive, c'est Aurélie Trouvé qui m'a dit ça. Elle m'a dit, ma fille, elle a 15 ans, quand je lui ai dit qu'Annie Ernaux allait venir, elle était émerveillée et elle avait hâte de la voir pour de vrai, tu vois, comme on dit. Hein. Et je pense qu'il y a plein de jeunes femmes, et des femmes de toutes les générations, qui étaient heureuses de voir cette femme qui a amené dans la lumière du grand jour des choses en sachant les dire dans de telles conditions que tout le monde puisse l'entendre. Parce que c'est ça, la force de la littérature. Et notre ami Éric, pareil, alors lui, on a pris plein les carreaux. Il a fait un bouquin superbe, en tout cas, que je fasse un peu l'article de mon copain, 14 juillet. Et il vous raconte le 14 juillet, comme vous n'avez jamais imaginé que ça pouvait être. Et lui aussi, mais pourquoi on a fait ça? Parce que nous voulons marcher en tête de la grande bataille de la culture. La liberté de la création est mise en cause dans notre pays par des gens qui, de sang-froid, ont décidé de nous envahir la tête et de la parasiter en nous interdisant de penser à autre chose que ce qu'ils ont choisi de nous faire percevoir et ressentir. Si nous avons pris Bolloré, c'est qu'il nous faut bien une tête à claque. Et celle-là, particulièrement facile à diffuser, vu qu'il s'empare de tout. Alors, vous prenez n'importe quoi, vous soulevez un caillou, il y a un bout de Bolloré dessous. Donc, il est là, partout, dans l'édition, le cinéma, bon. Donc, non, écoutez, je vais vous dire, d'une certaine manière, ça se respecte presque un adversaire pareil, parce qu'il est efficace. Les autres, ils bavardent. Lui, il fait et il nous ratatine. Donc, on va lui faire pareil. C'est-à-dire qu'on va la ratatiner. Et... Oui, mais il s'y attend, hein. Il ne m'a pas envoyé de message pour me dire, monsieur, quelqu'un qui veut être président ne parle pas comme ça. Ben voilà, ça vous change. Bon, alors, maintenant, aujourd'hui même, il y a eu un texte signé par 1200 musiciens, chanteurs, etc. C'est-à-dire que commence à surgir dans la conscience de gens dont le métier, permettez-moi de vous dire que quand ils font acte de courage, en s'affirmant, vraiment c'est du courage. Parce que les autres sont en état, quick, de fermer immédiatement le robinet des embauches, des rôles qui sont donnés, des livres qui sont publiés. Donc ce sont des gens très courageux. Et ce n'est pas leur boulot, je dirais, spontané d'être comme ça dans la lutte. Ils sont déjà chanter, faire de la poésie, faire des films. C'est une activité à plein temps. Il ne faut pas croire qu'il suffit de s'arrêter dans son fauteuil pour trouver. Non, la création, c'est un processus qui vient par mille chemins. Hein. Et les chemins de la vie, les chemins des circonstances politiques. Ces deux-là, ils étaient là. Je leur porte une gratitude extraordinaire parce que Annie, elle n'était pas sûre, c'est pas qu'elle n'était pas sûre de la cause, c'est qu'elle s'inquiétait de l'effet que lui ferait une grande foule. Mais elle pensait à 2000, 3000 personnes, imaginez 30 000. Il y en avait sur les toits, les toboggans de tous les côtés. Bon. Et je sais que pour elle, ça a été quelque chose de rude. Mais ensuite, il y avait en elle un tel bonheur. Parce que, vous savez, à un moment donné, elle a dit « Mes parents auraient été fiers de me voir prix Nobel ». Et elle dit « Je pense qu'ils auraient été encore plus fiers de me voir là ». Et à ce moment-là, vous autres, vous vous êtes mis à crier, et nous aussi. Et elle n'a pas capté le mot sur le moment. Donc on lui a dit après. Et elle était tellement émue du bonheur qu'elle en avait ressenti, et comme moi j'étais ému de fierté de voir comment réagissait cette multitude d'insoumis et d'insoumises. Donc les deux, ils ont ouvert le chemin. On va essayer de faire en sorte que dorénavant, il y ait du monde à chacun de nos rassemblements qui soit
sous une façon ou une autre, en défense de la culture. Parce que, je vous ai dit, tout est mis en danger. Je vous ai parlé de Strasbourg, je vous ai parlé de Paris. Ils savent que les jugements en référé, qu'est-ce que ça crée pour nous? C'est de la pagaille. Il faut au dernier moment aller chercher des choses. Par exemple, à Strasbourg, il fallait étaler des rideaux, ils ont été en chercher je ne sais pas où, pour que les gens ne cuisent pas tout vivre dedans. Ensuite, il a fallu accueillir tout ce monde, distribuer de la flotte dans des quantités qui n'étaient pas prévues. Ça coûte des sous, tout ça. Et les autres le font pour ça, pour nous épuiser. Comme ils le font quand ils nous font des procès. Et qu'ensuite, il y en a encore un autre derrière. Ah, puis il en reste encore un petit bout. Ah, puis il y a une amende à payer. Les amendes, vous savez, on va se mettre en mouvement là-dessus. Hein. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la loi d'amnistie. Il y en aura une. Alors, pourquoi l'affaire Liana est 1 million de fois plus importante et plus grave et plus destructrice que ce dont elle a l'air? Ce n'est pas seulement un crime abominable. Et on devrait se demander pourquoi de tels crimes sont possibles. Je ne dis pas les réprimer, etc., mais pourquoi? Qu'est-ce qui arme dans l'esprit un comportement comme celui de l'assassin et du criminel? Parce que là, nous avons une responsabilité, sauf si nous pensons qu'aucun être humain n'est perfectible, sauf si nous pensons qu'aucun être humain n'est réhabilitable. Mais nous avons fait un pari exactement inverse dans l'histoire et dans la philosophie. Que ce soit par la foi religieuse, qui inclut toujours le pardon. Le pardon ne veut pas dire l'oubli, mais ça veut dire la capacité d'en finir avec l'esprit de vengeance qu'appelle le crime. Et dans la morale républicaine, ou rousseauiste, plutôt rousseauiste, je dirais, Rousseau, il apporte une chose qui n'y était pas avant. C'est l'idée que les êtres humains sont perfectibles. Pas que la perfection est possible, que l'être humain est perfectible. Et que donc, sans cesse, il va essayer de résoudre les problèmes qui le retiennent. Et que le mouvement général de l'être humain va le pousser à s'émanciper, c'est-à-dire à cesser d'être le sujet, l'objet de désirs criminels, comme de pensées obsédantes, comme de préjugés infamants. Cette perfectibilité de l'être humain, sa capacité à se réhabiliter, bien sûr, vous pouvez donner 1000 exemples du fait que ça n'est pas vérifié, que c'est autre chose qui se passe. Mais c'est ce à quoi nous nous accrochons pour penser profondément la société. Et là, l'affaire Liana, c'est l'échec de l'État, dans ce qu'il avait de plus constant. On va continuer à tuer des gens pour le nickel? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Kanaki doit être indépendante. Et nous lui donnerons... Comment? En reconnaissance de la lutte que le peuple kanak a menée pour sa liberté. Et cette indépendance sera le produit de l'action des Kanaks, et pas une faveur de nous, les dominants coloniaux. Mais nous le ferons pourquoi? Parce que nous sommes tous responsables de cette situation. Et je vous le redis, et j'espère qu'on m'entend au-delà de cette salle, qui, quand et où a décidé que l'indépendance association, c'est ce qu'on allait faire, comme ça, si tout le monde était d'accord. Autrement dit, la France va contenir un autre État, avec sa monnaie, avec son siège à l'ONU, et qu'il y aura... Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne peut pas être question de ça, nous n'avons pas décidé d'être un État fédéral. La France, ce n'est pas qu'un guichet, ce n'est pas qu'un endroit à la porte duquel on vient taper. La France, c'est son peuple, et son peuple ne veut pas coloniser la Kanaki. Aucun d'entre nous ne veut être les maîtres des Kanaks. Nous voulons la liberté des Kanaks. Par conséquent, nous voulons pouvoir dire à nos gosses que nous, on a fait la liberté de Kanaki. Nous, on a reconnu la justesse de la lutte d'indépendance du peuple kanak. Donc, on fera l'indépendance. Comment? En organisant un référendum ici, pas là-bas, ici, pour dire, vous autres Français, qu'est-ce que vous voulez? On donne l'indépendance ou pas? Si vous votez non, très bien, je plie mes affaires et je m'en vais, parce que je ne le ferai pas, si je suis le président de la République. Ne comptez pas sur moi pour envoyer la troupe ou pour faire de force des Français. Je ne le ferai pas. Mais si vous votez oui, eh bien, ils seront indépendants. Et à ce moment-là, comme ils sont indépendants, on discutera comme ils voudront, au rythme qu'ils veulent, sur les sujets qu'ils veulent, de la manière éventuellement de s'entendre pour être associés. Et ça sera une association libre. La même question, je veux vraiment que vous compreniez ça, hein, parce que les Kanaks nous font un cadeau extraordinaire.
qu'on n'a pas pu avoir dans d'autres circonstances, sans doute parce que la colonisation n'était pas capable de comprendre ce qui lui était dit. Mais eux, ils ont dit qu'ils accueillaient comme des leurs ceux qu'ils ont appelés les victimes de l'histoire, c'est-à-dire tu y es pour rien. Toi, tu y es pour rien, tu t'es contenté de n'être là, mais personne ne t'a demandé ton avis, si c'était pour n'être là ou pas. Et puis c'est là que tu as fait tes études, c'est là que tu as grandi, c'est peut-être là que tu as fait connaissance avec l'autre, avec qui tu as fondé une famille, etc. Ils disent, nous on leur tend la main, les victimes de l'histoire sont chez elles en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est bon, quoi. Une chose aussi magnifique, on l'a saisie au vol. Arrive cette question pour l'ensemble des îles françaises et des territoires très éloignés de l'Hexagone. Il faut se garder des vues simplistes des gens qui ont des réponses à tout. Chaque territoire d'outre-mer, chaque île, chaque territoire éloigné est un cas complètement différent de tous les autres. La Réunion n'a rien à voir avec la Guyane n'a rien à voir avec la Martinique, etc., etc. Et par conséquent, il y a sur ces îles des peuples qui ont développé des cultures spécifiques et chaque cas est un cas spécifique. La Corse réclame son autonomie étendue et, pour maint secteur, son indépendance. Pour ma part, j'ai fait partie de ceux, il y a 20 ans, 30 ans, qui disaient « pas question ». La même loi pour tout le monde, on est tous français ou on ne l'est pas. Mais j'avais dit, et puis si vous ne voulez vraiment pas de notre loi, vaut mieux qu'on se sépare tout de suite. Et puis après, ce n'est pas comme ça que la vie présente le dossier. Mais il est d'une très grande importance. Parce que notre histoire avec la Corse, c'est pas rien. Dans les bons moments et les mauvais. Hein. Et puis, on a vécu des choses terribles ensemble. 2 guerres mondiales. On a affronté ensemble les mêmes ennemis, etc., etc. Donc on n'est pas juste les uns avec les autres. Et donc on ne peut pas là non plus appliquer la logique de la force. Ça veut dire la chose suivante. Quant à toutes les élections depuis 2015, les autonomistes, et notamment aux élections législatives, gagnent 3 sièges sur 4. Aux élections du Congrès du territoire, la majorité absolue, et encore aux dernières élections. Eh bien, il y a une réalité. C'est ce que disent les électeurs en Corse. Et les électeurs en Corse nous disent « nous voulons être autonomes ». Alors, vous avez 2 possibilités. Ou vous les noyez de cadeaux en espérant qu'ils finissent par oublier le reste, ou bien vous leur tapez dessus jusqu'à ce qu'ils cessent de protester, ou bien vous êtes raisonnable et vous dites allez, on parle sans gêne, sans crainte de l'autonomie avancée. Et nous sommes partisans, nous les insoumis, après avoir pris du temps pour réfléchir, pour rencontrer, pour parler avec les camarades corses, et notamment avec Gilles Simeoni, qui était le président jusqu'à il y a peu du Congrès, au point d'avoir proposé qu'on leur applique le statut de la Polynésie française, l'article 74 de la Constitution qui donne un pouvoir très étendu aux autorités locales. Eux proposent autre chose, un statut spécifique, et nous les suivons parce que c'est eux qui décident, c'est pas nous. Et cette discussion a lieu en ce moment. Nous n'avons qu'une ligne rouge, comme on dit maintenant, au-delà ou en deçà de laquelle nous n'irons pas. C'est le droit à la différenciation sur les droits sociaux, écologiques et libertés individuelles. Il ne peut y avoir dans ces domaines qu'une règle. Ça ne veut pas dire on ne touche à rien. Si vous voulez faire mieux que la loi française, vous pouvez. Si vous voulez faire moins, non. Tel serait le contrat de vie de l'autonomie à l'intérieur de la République. Car nous, l'enjeu n'est pas la domination, c'est l'égalité des droits sociaux, l'égalité des droits civiques, l'égalité des normes de respect de l'environnement. Et nous avons toutes les raisons de penser que, tels que nous les avons vus agir, penser, dire, parler, les autonomistes corses seront d'accord pour n'être jamais en dessous de la main des droits sociaux, en dessous de la main des droits individuels et des droits écologiques. C'est donc en toute confiance qu'on aborde cette discussion. Mais la droite, vous allez voir comme ils sont malins, et le gouvernement leur a dit, écoutez, si vous voulez un statut, commencez par faire une déclaration où vous serez tous d'accord.
Donc il a fallu se mettre d'accord entre eux. Évidemment, ceux qui sont de droite, c'est pas parce qu'ils sont corses qu'ils ont oublié d'être de droite. Hein. Donc les normes sociales, vous voyez bien que leur intérêt numéro un, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Et on tond le mouton jusqu'à la peau et au-delà si on peut. Donc ils ont dû accepter en point de départ un texte. Et il y a eu une autre difficulté qui a paru en route, c'est que comme ça arrachait la bouche de dire le peuple corse, pour plein d'histoires, pour plein de raisons, est-ce que le peuple français, il est un et indivisible? Mais il y a des peuples qui composent le peuple français, on peut admettre cette idée. On est dans les abstractions, ce qui compte, c'est comment on organise les choses. Alors ils ont mis un truc métaphysique, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que ça voulait dire, les rapports, alors à la terre, alors écoutez, c'est bon quoi. Non, alors bon, on a discuté. Parce que ce n'est pas nous qui allons bloquer le texte, ça ne le fera pas. Ce n'est pas nous qui allons l'empêcher d'être voté. Donc, on change des mots depuis hier pour avoir des formules. Moi, je dis, on aurait eu plus vite fait d'écrire le peuple corse que toutes ces lignes avec des tarabiscous à quoi on ne comprend rien et qui ne sont pas vraiment engageants. Mais bon. Et puis, sur la clause de non-régression, les copains ont réussi à arracher pas mal de choses. Alors, ça, c'est le cas de la Corse. J'ai envie de vous dire, c'est le plus simple. Après, il y a tous les autres. Parce que dans les autres, il y en a qui ne veulent pas l'autonomie. Parce qu'ils ont une autre stratégie de développement. La Réunion et la Martinique, du temps où il y avait l'URSS, je dis il y avait l'URSS, ça permettait de faire quand même des choses, eh bien, ne voulaient pas d'autonomie, mais voulaient être intégrés à la République et être un département en disant, maintenant qu'on est département, on veut les mêmes droits que les autres. C'était leur stratégie de décolonisation. Et la Réunion, encore aujourd'hui, Huguette Bello, sa présidente, est toujours sur cette ligne-là. Donc nous, on ne va pas leur dire « Ah, écoutez, vous êtes autonome, mais si, vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous êtes autonome. » Non, s'ils veulent, quand ils veulent et au rythme qu'ils veulent. Ce sont les trois mots que j'ai utilisés. Et donc, avec chacune de ces collectivités, on discutera. On discutera avec deux principes. Le respect des peuples et le refus de la violence. Pas de violence. Nous n'enverrons pas l'armée, nous n'enverrons pas les CRS si nous avons un différend. Je vous demande là de bien m'entendre. Pour une fois, je vais dire, c'est l'expérience qui parle. Envoyer la troupe nous envoie dans le mur à chaque fois qu'on le fait. Chaque fois, sans exception. Envoyer des hommes jeunes entre 20 et 23 ans, cantonnés dans les tribus, a donné un résultat calamiteux en Kanaki. Et il ne peut pas en être autrement. On ne peut pas obliger les gens à être français s'ils ne le veulent pas. Ce n'est pas possible. Et nous ne sommes pas des colons. Nous aspirons à la fraternité. Nous, on a envie de s'entendre avec le peuple kanak. Nous, on est comme Louise Michel. Hein, dis-moi, je les ai instruits, je ne leur tire pas dessus. Quand tous les autres ont pris des fusils pour tirer dessus. Voilà comment nous sommes. Et alors, il y a tous les autres cas. Et il y a des choses que nous ne lâcherons pas. Là, nous venons d'avoir un mauvais moment à passer. C'était la Guyane. Les deux députés guyanais qui siègent au groupe communiste, qui ne sont pas eux-mêmes communistes, l'un est un indépendantiste avéré, Castor, et l'autre, David Riemann, non. Il a été assez longtemps très proche de nous. Et les deux ont présenté une loi pour que l'on puisse exploiter le pétrole qui se trouverait en face des côtes de la Guyane. Alors, on nous demande notre avis, on donne notre réponse d'insoumis. La réponse est non. Nous voulons sortir de la civilisation du pétrole. La Guyane, c'est la France, que nous voulons bon pour nous-mêmes, c'est bon pour tout le monde. On a peut-être tort, votez pour d'autres. D'accord? Mais ne nous faites pas dire que parce que vous avez été abandonnés, ce qui est vrai, parce que vous avez été maltraités, ce qui est vrai, parce que vous manquez de moyens, parce que vous êtes les plus pauvres de tout le pays, ce qui est vrai, vous allez nous dire « Soyez bons, laissez-nous exploiter le pétrole pour qu'on ait des sous ». Parce que des sous, il y en a ailleurs que dans le pétrole. Et le pétrole, ce n'est pas que des sous. C'est aussi une capacité de pollution gigantesque quand vous ne contrôlez pas. C'est une part résiduelle de ce que prend. Et puis enfin, je suis au regret de vous dire que la Guyane étant française, s'il y avait des royalties à toucher sur le pétrole, eh bien, elles iraient à la France. Et c'est elle qui distribuerait, avec sa générosité habituelle. Bon, donc nous avons dit à nos camarades, on n'est pas d'accord. Et donc, on ne votera pas ça. Alors, ils l'ont très mal pris. J'ai vu dans Mediapart que David disait c'est une rupture avec la gauche. Moi,
Et pas tout de suite les grands mots, la rupture et tout, parce que c'est quoi l'alternative? C'est le Rassemblement national, puisqu'il a voté, lui, pour le pétrole. Bon, ça sert à rien de monter dans les tours, d'envenimer toutes les discussions, de se jeter à la figure des grands mots. Alors, après, dans le groupe, les députés qui viennent des Outre-mer, en l'occurrence La Réunion et la Martinique, Jean-Philippe Nilor de la Martinique, et puis Rattenon et Perceval Gaillard qui est de La Réunion, qui sont les deux de La Réunion. Jean-Philippe, il a voté le texte par solidarité, et les deux Réunionnais insoumis n'ont pas participé au vote parce qu'ils ne voulaient pas donner le sentiment, contrairement à leurs compatriotes qui se mettaient à approuver l'idée de l'autonomie, mais non plus ils ne voulaient pas donner le sentiment qu'ils empêchaient les autres de diriger leur propre destin comme ils l'entendaient. Et contrairement à ce qui se dit, personne n'a été fusillé, ni enfermé à la cave. Voilà, ils ont voté librement et on a bien compris ce qu'ils faisaient et bien compris ce que nous on faisait. On ne cède pas sur la question de l'écologie. C'est la révolution, notre affaire. Et personne ne l'a vu. Ou très peu. Si, un garçon qui est un influenceur, il a fait une petite vidéo. 900 000 vues, c'est pas mal, non? Et les autres, c'est les écorégions. Il faut que vous compreniez la réflexion dans laquelle je me suis mis avec quelques camarades. Il y a à l'évidence un déni de la réalité écologique de notre pays. C'est-à-dire que ceux qui le dirigent de toutes les manières possibles, où qu'ils soient dirigés, n'acceptent pas le spectacle des dégâts qu'ils ont provoqués. Parce qu'ils n'avaient pas l'intention de provoquer ces dégâts, ils se contentaient de s'en foutre. C'est pas pareil. C'est la différence entre un criminel endurci et quelqu'un qui commet des actes criminels. Mais ce sont des actes criminels. Toutes les rivières du pays sont polluées par des polluants éternels. Toutes. Tous les Français sont pollués par des polluants éternels. Tous les Français. La Terre est pourrie sur des milliers de kilomètres carrés, où pour qu'elle produise quelque chose, on obtiendrait le même résultat avec des pots dans lesquels on aurait mis du sable ou ce que vous voulez. On est obligé de les gorger de produits pour que cette terre continue à produire quelque chose quand on y arrive. L'air est pourri au point que dorénavant à Paris, tout le monde est devenu allergique. Et ce n'est pas tout le monde, c'est à peu près tout le monde. Et que nous regardons autant la météo que la météo des pollens, dorénavant, pour savoir quelle dose on se prend le matin avant de partir. Ouais, parce que moi, ce joli regard, je l'ai chopé avec ça. Hein. Je n'étais pas toute ma vie comme ça. Donc merci, plus les rhinites en avant à chaque fois que, tout d'un coup, il y a les pollens. Donc, ils ne veulent pas le voir. Par conséquent, ils se font condamner pour leur inaction. C'est une honte, quand même, de se faire condamner pour ton inaction à propos de ta politique écologique. C'est la raison pour laquelle nous avions commencé, quand on a traité le thème de l'eau à la précédente campagne, nous n'avons eu aucun accès à un débat sur l'eau. Maintenant, tout le monde parle de l'eau. On avait fait un effort pour rendre ça attractif. On avait fait un meeting en réalité augmentée, enfin tout ça, on avait fait jouer comme à une pièce de théâtre. Bon, impossible. Là, ça recommence. Vous avez le journal du néant, Le Monde, qui fait non, c'est vrai, c'est pas juste, de l'ambassade des États-Unis, qui fait un grand papier. Vous savez, les journalistes, ils sont là pourquoi? Pas pour vous informer, ils sont là pour vous culpabiliser. Alors, ils passent leur temps à dire « Ah, mais eux, ils sont tellement intelligents. » On ne discute pas assez d'écologie dans cette campagne électorale, dit Le Monde, sur une page entière, 4 jours après qu'on ait proposé les écorégions dont il n'y a pas trace dans le texte. Peut-être que ce jour-là, la personne n'était pas là, ou qu'on ne lui a pas fait la cour avec assez de respect. Chère Madame l'Importante, as-tu vu que nous avons parlé d'écorégions? Plairait-il à ta seigneurie mentionner l'humble pouilleux que je suis quand il l'a fait? Regardez ces gens méprisants. Qu'est-ce qu'il y a, France 2? Ah merde, ah oui. Alors là, combien de temps il me reste? 0? Ah? Oh putain. Bon. Bon. Je vais répondre sur les grandioses accords du camarade Macron avec le camarade Trump. Les écorégions, camarades, c'est la révolution écologique dans notre pays. C'est-à-dire que nous donnons une structure de base à l'objectif écologique.
et que comme il va y avoir une discussion qui va avoir lieu en novembre avec la Commission européenne, dont aucune instance de ce pays n'a été saisie sur les objectifs que la France va se donner, nous avons intérêt à être prêts. Et quand nous allons gouverner, nous allons réorganiser toutes les régions autour de l'objectif écologique, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et les maladies qui résultent des maltraitances écologiques que nous faisons subir. Les actuelles régions seront dissoutes. Nous en créerons d'autres qui seront... Là, vous avez un exemple de ce que ça peut donner. Parce qu'il y a déjà 6 agences, et puis la 7e, c'est les Outre-mer. Et vous voyez ce que ça donnerait. Ce n'est pas la carte qu'on va faire, hein. Les camarades se mettent au travail. Nous avons nommé 2 camarades pour prendre en charge la préparation, pour être prêts le jour où on accède à la présidence, où le gouvernement est formé et où l'Assemblée est élue, à être prêt à mettre en route cette réforme qui fera comme objet unique de responsabilité politique pour les régions la réparation et le développement écologique. Réparation, c'est un mot bien plus compliqué qu'il en a l'air, mes amis. Pourquoi? Parce que vous allez réparer pour ramener à quel état? Qu'est-ce que vous voulez au juste faire? On va commencer avec des objectifs assez modestes, hein, désempoisonner, ça sera déjà un premier objectif. Et donc, il y a 2 personnes qui ont été désignées pour organiser ce travail. Claire Lejeune, qui est députée de l'Essonne, qui est ici. Vous la connaissez tous. Et quelqu'un qui est un expert dans notre famille politique depuis plus de 15 ans, qui est Gabriel Amar, qui est député du Rhône et qui suit tous les débats sur la flotte depuis maintenant 30 ans. Les voilà tous les 2. Voilà l'adresse mail que vous pouvez contacter si vous voulez participer, avoir des idées, dire des choses. Et il y aura une phase pendant laquelle ils vont ramasser, synthétiser, puis il y aura une phase de préparation sous forme atelier des lois pour qu'on soit prêt à présenter ça dès qu'on a gagné, pour que le changement commence tout de suite. Et ainsi, nous aurons, nous, pas avec des mots, mais dans la réalité, créé la République française écologique. Ciao.